Step up, warrior. Gaze into the abyss of your sorrow. La cancérologie, c'est avant tout de la prévention. La chimiothérapie apporte bien sûr une petite amélioration, mais au prix d'effets secondaires considérables. Donc on est dans la prévention à tout prix. Et retenez deux choses, le virus et l'état du foie. L'état du foie, c'est le granulome, c'est la réaction inflammatoire chronique qui va le déterminer. Donc on va parler d'inflammation et de virus. Vous devez absolument faire la chasse au virus et avoir un foie sain. Les virus, il y a 6 grands virus responsables des cancers. Ils sont responsables de 20% des cancers au minimum. Je pense qu'on ne les étudie pas assez et que ce pourcentage va exploser dans très peu de temps. Dans les pays développés, on leur attribue seulement 7,4%. Dans les pays en voie de développement, 22,9%. En pratique, retenez les virus des hépatites B et C qui commencent à être bien maîtrisés, l'hépatite C qui est en pleine actualité actuellement, puisque 28 comprimés, c'est-à-dire un mois de traitement, coûtent 16 000 €. Et c'est un prix négocié, bien sûr, avec l'industrie pharmaceutique. Donc, ça intéresse beaucoup l'industrie, puisque les antiviraux sont complexes. Ce n'est pas comme les antibiotiques, donc il y a une grande potentialité d'amélioration. Je vous rappelle que le papillomavirus rapporte également beaucoup à l'industrie pharmaceutique via les vaccins. C'est également l'un des grands tueurs en cancérologie. Et enfin, l'un des grands inconnus en cancérologie, qui est pourtant le plus sévère, c'est le virus d'Epstein-Barr, la mononucléose infectieuse. Je l'ai mis en numéro 1, il a vraiment haut la main cette place. Donc attention au virus d'Epstein-Barr, négligé, on verra comment on peut essayer de l'atténuer. Le cytomégalovirus, peut-être, ce n'est pas certain. Retenez surtout Epstein-Barr, papillomavirus. Donc le virus et ces virus-là, finalement, ont choisi ce créneau, le créneau de l'immortalité. C'est pas mal comme créneau. Donc ces virus vont s'insérer dans le génome et activer la cellule de façon à supprimer ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort spontanée. Donc ils vont faire proliférer la cellule et l'empêcher de mourir. Ça, c'est la mutation ciblée. Donc cette mutation ciblée va pouvoir toucher des cellules qui, normalement, vivent assez peu longtemps, comme les globules blancs. Donc le virus d'Epstein-Barr va finalement modifier les globules blancs qui vont vraiment devenir immortels. Les cellules qui produisent des anticorps, les myélomes, sont des cellules immortalisées par le virus d'Epstein-Barr. Ils peuvent, ces virus également, donc dans le deuxième volet, provoquer des atteintes des muqueuses qui vont amener des malabsorptions des sucres. Ces malabsorptions des sucres vont amener les dysbioses, et les dysbioses, l'inflammation. Et l'inflammation associée à une immortalité, ça donne des granulomes. Et les granulomes, c'est ce qu'il y a de pire, puisqu'on va avoir une sorte de régulation de l'immunité, de façon à avoir une tolérance vis-à-vis de l'étranger. Donc ces virus vont s'insérer dans le génome et créer l'immortalisation. Ils vont trouver une zone de prolifération et ils vont induire en particulier cette molécule, retenez-la bien, c'est le TGF-bêta, c'est une molécule de transformation qui va occasionner cette transformation mésothéliale et la migration cellulaire. Donc immortalisation et retour vers l'embryon qui peut se développer ne sont qu'une et même chose. Donc immortalisation, antisénescence et métastase, retransformation, retour en arrière vers l'embryon. L'embryon, c'est une remise à zéro, c'est une sorte d'immortalisation par l'autre. Eh bien, c'est ce qu'utilise la cancérologie le cancer, par le biais de ce TGF-bêta. Deuxième possibilité, supprimer le facteur correcteur. Le facteur correcteur des mutations, c'est un gène, c'est la P53. Si en effet le virus casse ou s'implante au milieu de cette molécule, c'est fini, les mutations ne seront plus corrigées. Et enfin, on peut supprimer donc, cette apoptose naturelle qui est ce vieillissement en
cassant les molécules de l'apoptose, que sont les caspases, ou les molécules mitochondriales, que sont les BCL2 et MCL1. Donc si le virus s'insère à proximité de ces génomes, eh bien, on va avoir une tendance à l'immortalisation, au retour embryonnaire et à l'hyperangiogénèse, les nouveaux vaisseaux qui vont nourrir le nouveau tissu. Ici, vous avez un exemple donc de virus d'Epstein-Barr et de ces gènes qui vont s'insérer à proximité. Donc ce ne sont pas des cassures au hasard. Ce virus va préférentiellement s'insérer à côté de tous ces sites d'immortalisation et créer toute une liste de cancers bien connus associés au virus d'Epstein-Barr. Donc on a ici le cancer du nasopharynx, du poumon, le lymphome T, vous avez le cancer du sein qui est également stimulé et surtout le cancer de l'estomac. À côté, vous avez sur le même schéma le papillomavirus qui va s'insérer à côté de facteurs de prolifération et qui va donner, ou favoriser du moins, le cancer du côlon, de l'ovaire et de la vessie. Vous avez donc associé, lorsque vous avez l'association de ces deux virus, vous avez inévitablement une explosion du risque tumoral avec une immortalisation et un retour à cette cellule embryonnaire d'origine. Donc voilà le premier mécanisme qui est ce mécanisme d'insertion. Alors, vous me direz, le virus, c'est très difficile d'y penser puisque ce sont des virus chroniques et qu'on est loin des premiers symptômes que pouvait être par exemple une angine pour la maladie d'Epstein-Barr ou une hépatite. Mais en fait, ils sont toujours présents, ce sont des herpès virus. Donc il faut y penser face à des gens qui font des boutons de fièvre par exemple. Les virus cèdent les uns les autres. L'herpès virus de type 1 va être favorisé par le virus d'Epstein-Barr. Mais il faut y penser surtout devant une gingivite. Il ne faut pas tolérer les gingivites, ce ne sont pas des choses anodines. Une gencive qui saigne, c'est un virus, elle ne saigne pas pour rien. Donc il faut y penser devant une gingivite, il faut y penser devant une parodontopathie. La première cause des parodontopathies, c'est le virus d'Epstein-Barr. Il faut absolument traiter, c'est un terrain cancéreux, il va y avoir un risque de transformation épithéliale. Le cytomégalovirus étant le deuxième virus à provoquer des petites ulcérations au niveau des muqueuses, en particulier des joues et du palais. Il faut y penser devant un lichen plan, bien entendu. Donc tout ça, ce sont des choses importantes. Donc pensez aussi à la synergie qu'il peut y avoir entre les virus et d'autres bactéries ancestrales. Pour qu'il y ait granulome et inflammation chronique, l'idéal, c'est d'avoir une bactérie ancestrale, donc qui normalement est pratiquement présente chez tous les individus ou même dans la terre ou chez les animaux, et qui va nous contaminer depuis plus de 60 000 ans. L'exemple caractéristique, c'est l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, il y a deux grandes souches, une qui est antérieure à 60 000 ans et qui va nous venir d'Afrique et que nous tolérons bien, peu de risques cancéreux. Plus une bactérie est présente ancestralement, plus elle nous respecte, plus elle est commensale et plus elle aide notre immunité. Et il y a une deuxième souche qui est plutôt d'origine de Turquie et qui va, elle, donc être apparue après 60 000 ans et qui va occasionner beaucoup de cancers parce qu'elle est très inflammatoire. Et donc cet hélicobactère va agir en synergie avec le virus d'Epstein-Barr et créer de grandes inflammations là où elles se trouvent. Ce sont des granulomes. Donc EBV et hélicobactère forment des granulomes. Dès qu'il y a un granulome, ça veut dire que notre immunité a chuté. Elle est passée du TH1 au TH17. Très mauvais signe. Vous avez beaucoup de T-régulateurs et les T-régulateurs synthétisent du TGF-bêta. Autour du granulome, vous aurez des transformations mésenchymateuses. C'est inévitable. Donc vous avez, ici j'ai cité l'exemple de l'hélicobactère, mais vous avez aussi toutes les mycobactéries, Mycobacterium avium, tuberculosis, et vous avez une petite bactérie négligée, Propionibacterium acnes. L'acné, c'est une bactérie ancestrale qui peut donner des granulomes très importants, pas seulement dans la peau, mais aussi dans le foie et le tube digestif. Donc retenez Helicobacter pylori, Mycobacterium, c'est la maladie de Crohn, Mycobacterium,
et Propionibacterium. Ce sont les 3 bactéries ancestrales qui vont favoriser les granulomes, surtout lorsque vous avez EBV dans la bouche. Donc rien qu'en regardant une personne, vous aurez déjà une idée s'il est à risque ou pas, surtout si vous avez fait ouvrir la bouche.